quelles sont les actions intéressantes à placer en watchlist pour votre PEA? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On va continuer notre revue de la cote parisienne. Alors, cote parisienne, entre guillemets, Sequence Communications est cotée aux États-Unis de mémoire et peut-être pas éligible au PEA. On va regarder Kaufman Broad, OB, Aramis Group, Eneo, Atos, Energy Group, Laurent Perrier, Quadient, IDI. Je préfère éviter les caisses mutualistes du Crédit Agricole. Elles sont pour la plupart pas très intéressantes, pas très rentables. Après, bien sûr, il y a peut-être des opportunités sur ces dossiers. Il vaut mieux être plus spécialiste des bancaires, ce qui n'est pas mon cas. Alors, on va passer en revue les colonnes de cette watchlist. Donc, on a les symboles de cotation boursière de l'entreprise, le nom d'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, puisqu'on n'a pas en euros ici, croissance du chiffre d'affaires, les multiples de valorisation par rapport au flux et par rapport aux actifs tangibles, le rendement des capitaux investis, le rendement des fonds propres, ça va dépendre des boîtes, mais il y en a pour lesquelles c'est pertinent. L'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende, free cash flow, bénéfice net et payout ratio. Allez, on commence avec Sequence. Donc là, on est plutôt dans les semi-conducteurs. 769 millions de dollars de market cap, 3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans. Alors, je pense qu'il y a un problème en fait des bénéfices opérationnels sur cette boîte. On voit qu'il y a un PE à 2,5, mais ça doit être lié à du résultat financier. Autrement, on a un ROIC qui est négatif, ce qui nous indique que le résultat opérationnel est négatif. Donc, à mon avis, ça, c'est un dossier qu'il faut soit creuser plus en détail, et si on s'arrête aux chiffres, il vaut mieux le mettre de côté. Alors ensuite, on a OB, Société Anonyme. Donc là, on est sur une ESN, une belle ESN française quand même. On est sur une mid-cap, 734 millions de dollars de market cap, 5,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Faut pas oublier que là, on est plutôt en bas de cycle, mais ça se reprend un petit peu sur les ESN. On est à 11 en VE sur EBITDA, 19 en PE, 13 en price free cash flow. Ça se paye raisonnablement. C'est pas hyper cher. On est à 12,6 en rendement des capitaux investis, donc bonne rentabilité. Du cash net au bilan, très bien. 2,6% de rendement du dividende, ce qui est intéressant déjà à ce niveau, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc le payout ratio va pouvoir monter tranquillement sur ce dossier. OB, c'est un dossier que j'aime bien, comme la plupart des ESN en France. Les ESN qualitatives, vous en avez plein. Vous avez alors les plus grosses, Capgemini, c'est intéressant à ce niveau. Sopra Steria, c'est intéressant à ce niveau. Alten, c'est intéressant à ce niveau aussi. Vous avez Neuron qui est un peu plus qualitative encore, qui est pas mal. Voilà, vous avez des dossiers qui sont intéressants. Je pense que ça va se reprendre sur les ESN. Et OB pourrait faire partie de la reprise. Donc un bon petit dossier pour attraper cette reprise. Allez, ensuite, on est sur Kaufman Broad. Alors, il y a eu publication des résultats aujourd'hui. Je ne les ai pas analysés en détail. Mais on est sur la promotion immobilière. Donc, c'est plutôt... c'est compliqué. C'est un carnage même en France dans ce secteur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des acteurs qui s'en sortent. À mon avis, c'est le cas de Kaufman Broad. Alors, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, évidemment, à cause des hausses de taux d'intérêt, il n'y a plus d'investissement dans l'immobilier neuf. On a 3 en VO sur EBITDA. Ça ne se paye pas très cher. Alors, on ne calcule pas le PER, mais on est à 14 en PER. Voilà. Bon, c'est pas très cher non plus. On n'a pas les free cash flow, malheureusement. Alors, 15 en rendement des capitaux investis, donc bonne qualité. L'endettement, je pense pas qu'il soit nul. Je pense qu'on a de la dette nette sur Kaufman Broad, mais il faudrait... Non, on a cash net, en fait, de ce que j'ai entendu ce matin dans le conf call. Donc, on est sur une boîte qui est cash net. Il faut savoir ce qu'elle va faire de son cash. Elle n'a peut-être pas d'opportunité d'investissement, évidemment, puisque la promotion, c'est compliqué en ce moment. 7% de rendement du dividende, c'est tout à fait intéressant à ce niveau. Ça nous donne un dividende qui est à hauteur de peut-être 45 millions, 40-45 millions. C'est soutenable par rapport au bénéfice net ici. Kaufman Broad, voilà, c'est pour jouer la reprise du cycle immobilier. Moi, je ne vois pas de reprise du cycle immobilier. Je vois une continuation de la difficulté du secteur à cause de la hausse des taux d'intérêt. Dans le conf call que j'ai entendu ce matin, il disait oui, mais ça arrive que les banques accordent des crédits immobiliers à des taux inférieurs aux obligations souveraines. Parce que pour moi, le principal problème, c'est que la dette française est de plus en plus basse qualité, donc le taux français est en train de monter, et donc ça va impacter les taux immobiliers inexorablement. Je ne pense pas que ça soit durable des crédits immobiliers en dessous de l'OAT du pays de l'OAT. Donc je ne vois pas de reprise à court terme sur l'immobilier, donc plutôt de méfiance. Après, ça peut se jouer Kaufman Broad si vous creusez bien en détail et s'il y a un avantage concurrentiel, même dans ce contexte compliqué. Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Eneo. Eux, ils font des bouchons spéciaux pour tout ce qui est vin, donc très lié au cycle du vin et des spiritueux qui est aussi en difficulté en ce moment.
711 millions de dollars de market cap, 1% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, il n'y a plus de croissance, 11 en VE sur EBITDA, 22 en PE, 17 en price to free cash flow. Un peu, c'est pas hyper cher, c'est raisonnablement valorisé, on va dire, mais c'est pas donné non plus, hein. On est sur 8,7 en rendement des capitaux investis, plutôt une rentabilité convenable, 0,9 en termes de dette nette sur EBITDA, donc pas trop endetté, 3,7% de rendement du dividende, c'est bien un payout ratio à 75% avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, on est peut-être plutôt proche de 60-65%. Sur Oneo, moi je pense que c'est encore trop tôt sur cet acteur qui est très lié au cycle du vin et des spiritueux. On n'a pas de signe de reprise clair chez ses clients, donc plutôt à l'écart pour l'instant. Laurent Perrier, là également, même constat, on est sur du champagne, compliqué en ce moment, 663 millions de dollars de market cap, 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 10 en VE sur EBITDA, 13 en PE. Free cash flow négatif, donc il y a une grosse dépense en capital. Malheureusement, je pense que c'est le BFR qui a eu des impacts, Laurent Perrier, donc peut-être pas forcément la dépense en capital en soi, qui reste peut-être constante, même qui a baissé, mais c'est surtout la variation du BFR qui a attaqué les cash flows opérationnels. Donc à mon avis, compliqué, on a presque une décote sur actifs tangibles, mais c'est pas suffisant. Trop compliqué à mon avis ce secteur pour l'instant. 6,6 en rendement de capital investi, 2,7 en termes de dette nette sur EBITDA, beaucoup de dettes quand même, sur un secteur qui est en difficulté, qui est cyclique, 2,2% de rendement du dividende qu'on a versé à crédit. Laurent Perrier à l'écart, trop compliqué en ce moment. Energy Group, donc là on est sur l'opérateur de radio, et ils ont aussi une chaîne de... Alors je crois qu'ils ont perdu leur chaîne de la TNT sur la télé. On est à 0,4 en croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est mort, il n'y a plus de croissance. 3,5 en VE sur EBITDA, ça se paye pas cher, 15 en PE, 15 en price to cash flow. Ça par contre, bon, si on s'en tient à la valeur sur EBITDA, ça se paye pas du tout cher, hein. Peut-être qu'il faut retraiter ces valeurs-là, parce qu'à mon avis, il y a un tel écart là que il y a peut-être quelque chose qui se passe dans le compte de résultat ou dans le tableau de trésorerie qui biaise un peu les free cash flow, les bénéfices nets. Pour moi, on est très décoté sur Energy Group, ça se paye pas du tout cher, la rentabilité est faible, mais en fait, elle est biaisée par le cash énorme dont dispose l'entreprise. Il y a beaucoup de cash au bilan, elle rend le cash via un dividende, mais pour l'instant, c'est pas hyper généreux. Alors, on a 4% de rendement du dividende, c'est un payout ratio de 63%, mais en fait, on s'en manque un peu du payout ratio. Si vous avez un trésorerie qui est pléthorique, il faut du dividende spécial pour rendre le cash aux actionnaires. Donc Energy Group, c'est plutôt un truc, on va dire, deep value, pas vraiment, enfin, il n'y a pas de décote énorme, mais enfin, il y a une bonne décote sur le flux, mais pas sur l'actif tangible, mais c'est une boîte sur laquelle on peut s'attendre à ce qu'il y ait un dividende spécial qui soit voté un jour, qui permette aux actionnaires de voir la couleur du cash. Pour moi, d'un point de vue plutôt value, ça se regarde, Energy Group, pourquoi pas. Après, vous avez peut-être un coup d'opportunité, vous êtes peut-être sur une boîte qui ne va pas bouger pendant quelques temps, et donc ça vous fera de la dead money. À prendre en considération, Quadient, on est sur l'ancien Neopost qui faisait les automates de poste et qui se maintenant diversifie vers le logiciel. 656 millions de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc la boîte a quand même beaucoup de mal à trouver des relais de croissance. On est à 7 en VE sur EBITDA, 10 en PE, 6 en price to free cash flow. Ça se paye pas très cher. 6,5 en rendement des capitaux investis, c'est pas exceptionnel, mais bon, on va dire, c'est correct. 3,1 en termes de dette nette sur EBITDA. C'est une boîte qui n'a plus de croissance et qui est très endettée. Ça me fait me tenir, je me méfie, parce que pourquoi est-ce qu'on est aussi endetté alors qu'on est sur un secteur très mature? Donc peut-être ils essaient de financer une activité autre que l'activité traditionnelle qui était une vache à lait. Donc s'ils font ça, il faut regarder, est-ce que l'activité nouvelle est en train de croître fortement? Est-ce que ça vaut le coup d'investir aussi massivement qu'ils le font pour faire croître une nouvelle activité qui va permettre de trouver des relais de croissance? En fait, cette décroissance ici, il faut la décomposer entre décroissance de l'activité traditionnelle et croissance des nouvelles activités. Donc je ne connais pas ce détail. Donc peut-être que leur stratégie est pertinente d'investir aussi massivement dans la nouvelle activité. Peut-être que ce n'est pas le cas. Donc méfiance quand même sur cet endettement. 4,2% de rendement du dividende. Donc on est sur un payout ratio à 33%, avec des free cash flow plus avec les bénéfices nets, donc c'est soutenable à ce niveau. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on verse un dividende si on essaye de faire de la croissance sur une autre activité? Peut-être qu'on devrait injecter plus peut-être qu'on devrait plus s'autofinancer sur Quadient pour la nouvelle activité. Donc, bien vérifier l'allocation du capital sur Quadient. Moi, plutôt à l'écart. Je trouve pas ce dossier très qualitatif, même si d'un point de vue quantitatif, c'est value. IDI, donc ça c'est une boîte qu'on connaît bien sur la chaîne, je la suis puisque je l'ai en portefeuille. On est sur le private equity, c'est une holding, un fonds coté de private equity en fait. Donc ils sont très très bons dans la sélection des dossiers, ils évitent toujours de surpayer les acquisitions, excellent, c'est une bonne gestion. 653 millions de dollars de market cap, bon, la décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, ça n'a pas trop de sens ce type d'activité, puisqu'ils font des cessions assez régulièrement de leur participation, donc le périmètre change tout le temps.
En PE, ça se paye quand même cher, hein, 32 en PE. Et on a 10% de décote sur actifs tangibles, mais en fait, on a une décote de holding qui est plus élevée que ça. Maintenant, il y a beaucoup de cash au bilan. Le rendement des fonds propres est médiocre, 3% de rendement des fonds propres. Mais j'ai pas paniqué, j'ai conservé ma ligne, moi, parce que en fait, c'est l'année 2024 qui a été complètement attentiste à cause de la dissolution et des problèmes politiques en France. Mais en réalité, ils sont très très bons, hein. Ils arrivent bien à sélectionner le dossier. Et sur le début d'année 2025, ça s'améliore sur la sélection des dossiers. Donc, on va voir ce qui se passe dans les résultats du premier semestre. Mais moi, je reste confiant. On a beaucoup de cash au bilan en plus. Donc, énorme quantité de poudre sèche. Et ils rendent ce cash aux actionnaires. 5,4% de rendement du dividende, c'est tout à fait intéressant. Je crois qu'il y a un dividende spécial qui a été voté, si je me souviens bien. Donc, payout ratio, évidemment, dans l'espace, mais en fait, ils puisent dans la trésorerie pour rendre le cash aux actionnaires. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'opportunités d'investissement en ce moment. Je reste aligné avec cette boîte, avec Equity. En plus, ils se diversifient dans le private equity dans les marchés émergents. Donc, c'est peut-être un segment d'activité qui va fortement se développer par la suite et qui pourrait ramener un peu de relais pour faire croître les fonds propres dans l'entreprise. Donc, moi, je reste confiant. Atos, donc ça, c'est évidemment un scandale. C'est une société qui a fait faillite, hein, qui a été recapitalisée. Il y a beaucoup de particuliers qui ont voulu spéculer là-dessus et qui se sont cramés complètement parce qu'il ne faut pas aller sur les sociétés qui sont en faillite. Évidemment, ça, c'est une règle fondamentale. On est sur 608 millions de dollars de market cap. Bon, la croissance en rythme annualisé 5 ans, elle ne veut rien dire. Il y a eu du changement de périmètre, etc. Maintenant, en VO sur EBITDA, on a 4,4. Donc, c'est pas très élevé, mais en fait, je pense que c'est complètement biaisé par le fait qu'on passe des dépréciations amortissements énormes. Alors, il y a des bénéfices, mais il n'y a pas de free cash flow. Donc, méfiance, hein. Bon, moi, je pense que ce dossier, il faut le mettre à l'écart. Regardez la dette. Il faut peut-être retraiter des obligations locatives. Il y en a peut-être sur la boîte, mais s'il n'y a pas d'obligation locative et qu'on a ce niveau d'endettement, on ne touche jamais à Atos pour l'instant. C'est no-go complet et c'est pas du tout qualitatif. Aramis. Alors, je ne sais plus ce qu'ils font comme activité. Specialty Retail, donc c'est de la vente au détail. On est sur 582 millions de dollars de market cap. C'est une boîte qui a été cotée récemment. 11 en VE sur EBITDA, 22 en PE, 10 en price to free cash flow. C'est raisonnable. C'est pas value non plus, hein, mais c'est raisonnable. On est sur 5% vraiment du capital investi. C'est pas très élevé, hein. Pas une énorme rentabilité. Pas mal de dettes. 2,6 fois les l'EBITDA en dette nette. On s'approche de la limite des 3 fois. Bon, ça reste raisonnable à ce niveau. Pas de dividendes versés. Je n'en connais pas assez pour prononcer sur Aramis. D'un point de vue quantitatif, je peux dire que c'est valorisé raisonnablement, mais c'est peut-être pas hyper qualitatif. En termes de rentabilité, peut-être aussi, comme toujours, hein, il faut retraiter un peu ces chiffres qu'on regarde ici, hein. Ici, c'est uniquement pour évaluer un peu l'intérêt, susciter l'intérêt sur les dossiers, hein, mais il faut retraiter les chiffres, évidemment. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.